Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes à l'invitation de la chaîne Aurora TV 8 qui reçoit pour vous aujourd'hui Dr Abbas Yaya Bamba, potentiel candidat à l'élection présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Et pour interroger le docteur, vous aurez donc des journalistes ivoiriens, en l'occurrence monsieur Sila Aruna, qui est donc le chef du service politique du journal Soir Info, un journal de renom en Côte d'Ivoire. À côté de M. Silla, vous avez donc M. Bane Yakouba, qui est également un éminent journaliste, directeur de publication du journal Le Temps, un journal qui compte en Côte d'Ivoire. Et votre serviteur, Amadou Ziao, qui est le rédacteur en chef du journal L'Inter, toujours en Côte d'Ivoire. Alors, pour cette interview, nous aurons à débattre de 8 thèmes. J'allais dire, pas 8 thèmes, de 5 thèmes. D'abord, nous aurons à parler de la santé, la question de la santé en Côte d'Ivoire, en premier point. Ensuite, nous aurons à parler de la sécurité, une question qui préoccupe les Ivoiriens. En troisième point, nous aurons l'éducation. En quatrième point, nous aurons la question de l'emploi. Et pour terminer, nous aborderons la question du transport en Côte d'Ivoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander au docteur Abbas Yaya Bamba de dire 2 mots sur sa personne. Donc, docteur, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Merci, M. Ziao. Merci, M. Silla. Merci, M. Bane. Je vous souhaite la bienvenue dans l'État de Colorado pour nous rencontrer, pour me rencontrer précisément. Je suis Dr Abbas Yaya Bamba. Je vis ici dans le Colorado, ça fait à peu près 20 ans. Je suis ivoirien. Je suis né en Côte d'Ivoire, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville qu'on appelle Ouaninou. Et j'ai fait mon cycle primaire dans cette même ville. Mon cycle secondaire est dans la basse côte ivoirienne, Boaké, Abidjan. J'ai fait un peu l'Université nationale d'Abidjan. Et j'ai pris mes valises pour venir aux États-Unis vers la fin des années 90, sur le chemin du savoir, pour venir découvrir ce pays-là, apprendre et retourner un jour en Côte d'Ivoire. Et je pense que ce jour-ci, ce jour d'aujourd'hui, c'est le symbole pour lequel je suis venu. Et maintenant, je parle en Côte d'Ivoire. Je suis informaticien, je suis chercheur, je suis inventeur aussi. Je suis chef d'entreprise. Bon, je fais de la politique aussi. Ce que je peux dire de moi-même, j'ai un doctorat en computer science, j'ai un master's, j'ai un bachelor. Mais ce n'est pas ça le plus important pour moi. L'éducation scolaire, c'est une éducation. Mais la plus grande éducation que j'ai reçue, c'est l'éducation du village que j'ai reçue. C'est ce qui m'a forgé, en fait. Et je me présente aujourd'hui aux Ivoiriens, à nos concitoyens, pour leur dire que je suis prêt. D'accord. Alors, docteur, vous êtes prêt? On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous avez dit, vous êtes ivoirien, vous avez beaucoup de qualifications. Alors, je voudrais poser une question, en tout cas, pour balayer un peu le terrain. Vous êtes potentiel candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Pourquoi, justement, vous voulez être candidat? Qu'est-ce qui vous motive cette candidature-là? Bon, potentiel candidat, la sémantique est là. Est-ce que je suis être potentiel candidat et être candidat? La décision viendra en fonction de l'évolution du processus, qui ne sait pas de la date exacte de ces élections-là. Bon, admettons que je suis candidat, je suis potentiel candidat. Pourquoi je vais l'être? J'estime que après 30 ans de turpitude politique, la Côte d'Ivoire a une obligation de se revoir dans le miroir de l'histoire pour voir, pendant ces 30 ans-là, depuis 90, qu'est-ce qu'on a fait de bon. On a assisté à beaucoup de guerres politiques en Côte d'Ivoire.
Bon, peut-être que c'est l'évolution historique de notre nation qui fait ça. Et l'apprentissage de ce processus qu'on appelle le processus démocratique qui fait qu'on a tous ces petits ratés. Mais j'estime que ma décision de vouloir briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, c'est une décision d'ensemble et d'observation. Vu tout ce qui se passe, j'estime que j'ai beaucoup appris, pas par rapport à mes études, mais par rapport à l'étude même de la société ivoirienne. Et j'estime que je peux apporter quelque chose, certainement, que nos aînés n'ont pas pu apporter. Je n'ai pas dit. Vous pouvez apporter quoi exactement? D'abord, ce qu'on peut apporter à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la confiance entre les Ivoiriens. La confiance inter-ivoirienne est d'abord essentielle dans tout développement, même en entreprise. Quand tu es chef d'entreprise, il faut que ceux que tu diriges là aient confiance en toi. D'abord, la confiance. Il faut créer la confiance et l'unité nationale. Ça, c'est le premier temps. Et je pense qu'un homme nouveau sera peu regardé différemment qu'un homme ancien. Et je pense que j'incarne cette image-là. D'accord, docteur. Alors, nous avons 5 thèmes. Je pense que vous aurez l'occasion de développer largement votre vision des choses à travers ces 5 thèmes que nous avons choisis ici. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet, chers amis, si vous le permettez. Alors, nous allons partir avec le premier thème, qui est la santé. La santé qui est un sujet qui préoccupe les Ivoiriens. Aujourd'hui, je voudrais entrer dans le vif du sujet en posant un postulat, sinon en faisant un constat qui a été fait récemment par les autorités ivoiriennes elles-mêmes, c'est que l'espérance de vie en Côte d'Ivoire a chuté jusqu'à 52 ans. Aujourd'hui, l'Ivoirien ne peut vivre que jusqu'à 52 ans. Alors, quelle est votre lecture de cette espérance de vie des Ivoiriens aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est pratiquement les chiffres. Si vous avez moins d'un médecin pour 1000 habitants, moins d'un médecin pour 1000 habitants, ça c'est les chiffres de 2017 qu'on a disponibles partout. Vous ne pouvez avoir que cette situation. L'hôpital, c'est comme un garage pour comme les voitures. Quand les mécaniciens sont bons, et puis il y a des bons mécaniciens, les voitures, les anciennes voitures peuvent toujours rouler. Mais quand vous avez un médecin pour 1000 personnes, quelle que soit sa compétence, il ne peut pas soigner toutes ces 1000 personnes-là, il ne peut pas s'occuper de toutes ces 1000 personnes-là. Donc, et quand vous affectez seulement 5%, ça c'est les chiffres, 5% du budget national à la santé, qui est une priorité pour partout. Parce qu'un peuple en forme, en bonne santé, c'est un peuple qui travaille. Donc c'est un des petits éléments comme ça qui fait qu'on ne peut pas, c'est pour ça qu'on a chuté. Est-ce que vous êtes en train de dire que les autorités ivoiriennes ne font pas d'efforts justement dans le domaine de la santé? Bon, est-ce que les efforts ne sont pas faits? Je ne sais pas. Certainement, il faut rationaliser ces efforts. En quoi faisant exactement? Au niveau de la santé, oui, au niveau de la santé. Bamba peut apporter quoi aux Ivoiriens? Au niveau de la santé, d'abord, comme nous l'avons déjà proposé dans nos tests, les propositions, la santé doit avoir un cadre spécial. La faculté de médecine, par exemple. Avant, les étudiants en médecine avaient une bourse spéciale. Je ne sais pas si ça existe encore. Les étudiants en médecine avaient un traitement spécial. Pas d'enfants gâtés, mais parce qu'on disait qu'un peu formé, c'est un peu prêt au combat. Ça veut dire que ce que nous allons faire là, ce n'est pas des sciences qui viennent du ciel. C'est de revoir notre histoire. C'est de revoir ce qui avait marché avant et qu'on a oublié de faire. Est-ce qu'on peut refaire ça? Vous prenez le cas des pays qui sont bien lotis dans ce domaine-là. Il y a la France, il y a l'Allemagne. C'est des pays qui sont bien lotis. Il y a le Canada qui sont bien lotis. On parle du programme universel, la couverture universelle, qui a été lancé par le Fonds populaire ivoirien, il faut leur donner crédit pour ça, mais qui n'a pas été appliqué.
c'est un programme qu'on peut appliquer sous d'autres d'autres formes. Les autorités ivoiriennes ont mis en place un programme qu'on appelle la couverture maladie universelle, la SEMI. Bon, je crois que les politiques ne sont pas des slogans. Est-ce qu'ils le font? Ok, docteur. On dit que se soigner en Côte d'Ivoire est un parcours de combattant. Parce que nos hôpitaux aujourd'hui sont devenus des mouroirs. Les malades n'ont pas de quoi être hospitalisés. On les trouve dans les couloirs des urgences. Qu'est-ce que fondamentalement vous pouvez apporter pour que l'Ivoirien soit en bonne santé? Bon, nous revenons encore ici sur les priorités de l'État, les priorités de développement de nos États. Quand vous engagez seulement 5% de votre budget à un secteur, c'est que ce n'est pas une grande priorité pour vous. Pour vous, il faut engager combien de pourcents du budget dans le secteur de la santé? Bon, je crois que c'est les études qui vont définir ça. Mais il faut faire plus que ce qu'on a aujourd'hui. S'il y a des gens dans le couloir des hôpitaux, ça veut dire qu'en fait, les fonds qui sont alloués à ce secteur-là ne sont pas les fonds suffisants. C'est pour ça qu'on a tous ces trucs-là. C'est un surcharge en fait. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'assistance. Il n'y en a pas suffisamment. Il n'y en a pas suffisamment. Bon, il n'y en a pas suffisamment. Voilà ce que je veux dire. C'est pour cela que les gens sont dans ces conditions. Donc il faut revoir la politique de santé générale, voir les possibilités de l'État. Mais je pense que la Côte d'Ivoire est un pays riche. Quand vous dites qu'il faut revoir la politique de santé, quand vous dites ça, soyez concret. La politique de santé, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on nous allouons à la santé? Combien de médecins nous voulons avoir par tête d'habitant? Combien d'hôpitaux dans la ville d'habitant? Ce qui est là, c'est que généralement, en Côte d'Ivoire, c'est les milieux urbains qui sont couverts. Vous avez les centres hospitaliers, vous avez les centres hospitaliers ruraux, tout ça. Ça, c'est déjà... Vous allez, par exemple, dans les sous-préfectures, il y a un seul médecin pour toute la région. Donc, il faut avoir un plan directeur sur 5 ans, par exemple, pour voir comment on va équilibrer la balance entre les médecins, le nombre de médecins et le nombre de malades. On vient aussi, il y a la spécialisation des sages-femmes, les infirmiers. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle un diplôme d'État. Il faut voir une couverture nationale. Et nous allons certainement développer tous ces éléments-là quand le temps viendra. D'accord, docteur, on l'a compris. Il faut revoir la politique générale de la santé en Côte d'Ivoire. Vous allez vous y atteler. Nous allons donc passer rapidement au deuxième thème de cet entretien qui est consacré à la sécurité. On sait que la question de la sécurité préoccupe beaucoup les Ivoiriens. Aujourd'hui, on parle du phénomène des microbes en Côte d'Ivoire. Les agressions se font un peu partout. Alors, à votre arrivée à la magistrature suprême, ce que nous vous souhaitons vivement, qu'est-ce que vous allez faire dans ces domaines-là, justement? Bon, je crois que vous avez tout simplement noté, donné un pan de la sécurité. La sécurité est un fait global. Bon, le cas des microbes, c'est le cas qui fait presse. Et tout le monde en parle. Ça, c'est la sécurité physique, parce que c'est visible. Et moi, je vais un peu étendre ça, ce côté-là. Il y a aussi la sécurité qui n'est pas physique. Il y a la sécurité virtuelle, qui est aussi une sécurité essentielle. Bien, je vais répondre à votre question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces microbes-là ne soient pas des microbes? C'est-à-dire qu'un microbe en français, ça veut dire quoi? Un microbe en français, c'est pratiquement quelque chose qui t'infecte et qui te tue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait... On a parlé de la santé. Et on a parlé des microbes en même temps, des microbes humains cette fois-ci, qui tuent. Je crois qu'ici, il faut avoir une politique d'éducation qui forme la population vers l'emploi. On va parler certainement de ça. Il faut avoir une politique d'insertion et de formation continue, comme ils le font souvent ici aux États-Unis, pour que une population formée et éduquée ne se livre pas à ce genre de trucs. D'accord. Monsieur Silla, vous souhaitez réagir à... Moi, je souhaite réagir. La sécurité en Côte d'Ivoire, pas forcément au niveau des microbes,
Mais avec la crise que la Côte d'Ivoire a vécue pendant des décennies, il y a le phénomène des armes, la circulation des armes partout. Il y a le phénomène des coupeurs de route. Oui. Qu'allez-vous faire pour que tout cela puisse être jugulé? Parce que quand on sait que pour qu'un investisseur vienne dans votre pays, la première des choses aussi, c'est la sécurité. Qu'allez-vous mettre concrètement sur cela? Bon, d'abord, les coupeurs de route. Quand nous étions encore jeunes, très jeunes, il y avait ce qu'on appelle les unités mobiles de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, qui n'avaient pas un poste fixe, qui parcouraient les voies, les grands axes routiers de notre pays. Ce qui jugelait ces genres de phénomènes-là. Voilà. Parce que quand le malfaiteur sait qu'à n'importe quel moment, l'autorité de police peut passer, ils font attention. Il y a ça. Il faut revoir ça. On doit faire revenir ce système-là. Peut-être le densifier, parce que ces systèmes-là existent déjà. Non, ça existe déjà. Moi, je pense que ce n'est pas soutenu jusqu'à ce point. Voilà. Parce que tout ce que nous disons là, ce n'est pas des trucs qu'on va inventer. Il faut revoir, il faut avoir une planification générale de tout ça là. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a ça, le coupeur de route. Maintenant, du côté de la circulation des armes, comme on appelle les petites armes, nous sortons toujours d'une guerre, la stabilité revient petit à petit certainement, et il y a fondamentalement des efforts qui sont faits au niveau des autorités actuelles, parce qu'ils ont pu réformer l'armée. Bon, il faut continuer dans le même sens, pour voir effectivement dans quelle mesure il faut même créer, même les ports d'armes, pour faire un renforcement. Ça existe déjà, mais je pense qu'il faut mettre un système judiciaire beaucoup plus en place pour sanctionner aussi ceux qui ont des armes, qui n'ont pas l'autorité de les avoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec les autorités ivoiriennes qui comparent l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire à celui des pays comme la Suisse, Genève et autres? Je crois que c'est un peu arrogant de notre part. Il faut, quand on a des problèmes réellement dans un domaine, il faut accepter ça. Tu vois. Le frère, M. Bané a dit tout de suite là que nous sortons d'une guerre. Vous ne pouvez pas comparer un pays qui sort d'une guerre à un pays qui n'est pas en guerre. Et les chiffres sont là, il faut faire face. Je crois qu'il faut déjà des efforts avec la réforme de l'armée, tout ça là, pour se dire des efforts. Il faut continuer dans ce sens-là. Accepter que nous sommes là et accepter de mettre les solutions en place. D'accord. Une dernière question. Au niveau de la sécurité, c'est vrai, on veut juguler l'insécurité, mais les moyens. Parce que quand on remarque que les forces de l'ordre sont sous-équipées, quand il y a une agression dans un quartier, on les appelle, ils vont mettre au moins, peut-être qu'on demande à celui qui a été agressé de mettre du carburant dans le véhicule pour qu'on puisse aller, en ce moment, l'agresseur s'évanouit dans la nature. C'est pour ça que je disais qu'il faut que nos politiciens arrêtent d'être des politiciens. L'Afrique a besoin d'un discours direct, d'un discours rationnel. Quand vous allouez 1% de votre budget à la sécurité, à la défense, quel résultat vous pouvez avoir? Les chiffres de 2017 sont là. 1% du budget ivoirien est alloué à la défense et à la sécurité. Vous sortez d'une guerre, vous voulez une stabilité. Donc la sécurité devait être une stabilité. Il faut au minimum combien? Non, on ne peut pas s'asseoir sur un plateau de télévision pour faire ça. Il faut des études. D'accord. Voilà. Ok. Donc on retient que, en tout cas, en matière également de sécurité, vous avez une politique à mener, vous avez des choses à proposer aux Ivoiriens. Nous allons passer au troisième thème, qui est l'éducation, qui est un autre pan très important dans l'évolution d'une nation. Aujourd'hui, on sait que la Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles. Vous conviendrez avec moi, M. Silla, sur la question de l'éducation. Il y a beaucoup de grèves qui se font. Alors, à votre niveau, comment analysez-vous toutes ces grèves qu'on constate aujourd'hui dans le système éducatif ivoirien? C'est la déconfiture, c'est le résultat de la déconfiture de la société ivoirienne en général depuis 1990, où
véritablement, nous avons assisté à l'émission directe. Il faut que nous acceptons tout ça, cette responsabilité-là, de la politique dans l'école. Et bon, on confond souvent revendications et doléances. On est plus syndicaliste qu'être académicien, c'est-à-dire qu'on veut apprendre. Bon, notre école aussi n'est pas adaptée. On nous dit souvent qu'en Côte d'Ivoire, la main-d'œuvre n'est pas qualifiée. Cela ne veut pas dire que les Ivoiriens ne savent pas lire et écrire. Et ça veut dire qu'en fait, notre système éducatif là n'est pas dirigé vers le marché. Un monsieur qui finit sa maîtrise en droit n'a pas appris autre chose que de faire du droit certainement. Tu vois? Donc, il y a une refonte de l'éducation, des états de l'éducation nationale dans le temps du ministre Soliou, je crois bien, au temps du ministre Bala Keïta. Bon, il y a eu de grandes résolutions. Nous, en Côte d'Ivoire, on fait toujours des grandes résolutions. C'est ce qu'il disait, en fait. On fait un petit tapage et puis on arrête. Il faut des plans directeurs sur le court, le moyen et le long terme. C'est essentiel. Sur le court terme, qu'est-ce qu'il faut pour sauver l'école ivoirienne? Pour sauver l'école ivoirienne, je crois qu'il faut... bon, il y a des efforts qui sont faits. Ils ont fait des universités un peu de façon décentralisée. Je crois que c'est déjà bon. Il faut maintenant revoir le système d'enseignement. D'abord, poser un acte correctionnel. On n'a pas du tout inventé pour un acte correctionnel. Et nous avons dit que dès notre prise de pouvoir, si dans le cas nous sommes candidats, on va faire les résultats de l'éducation nationale pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. D'abord, poser un acte correctionnel. Et après, on va faire les actes d'innovation. Ok. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez par vous allez parler de, on va parler de... au niveau de l'éducation, c'est vrai, vous parlez de la refonte, mais généralement les grèves, comme par exemple les grèves des enseignants, c'est un problème de salaire. Comme par exemple la grève des étudiants ou des élèves, c'est les conditions de travail. Alors, qu'allez-vous faire dans ce sens-là pour que, je n'ai pas dit que quand vous allez venir, vous avez le bâton magique pour qu'il n'y ait plus de grève, pour qu'il n'y ait plus de choses, mais qu'est-ce que vous allez faire le minimum pour qu'au moins l'école puisse fonctionner en pleine année? La question fondamentale, c'est de définir qu'est-ce qu'est le minimum. Qu'est-ce que c'est le minimum? Comment on fait le mesurement du minimum, du bien-être? C'est par rapport à une société globale, au marché de l'emploi, tout et tout. Qu'est-ce que nous faisons? Nous partons en grève, je parle quand les enseignants, sur des bases, vous avez parlé que les enseignants vont en grève, pas par rapport à leurs conditions de travail, mais par rapport à un salaire qu'ils estiment que c'est petit. Par rapport à quoi? Par rapport aux policiers ou par rapport aux gendarmes? C'est des problèmes qu'il faut poser de façon honnête. Rencontrer ces syndicats-là, je ne vais pas m'asseoir et dire, bon, voilà tout, je connais tout le plan nécessaire. Mais je ne suis pas sûr que ces grèves des enseignants-là sont seulement pour le salaire. Ils ont certainement d'autres problèmes. Absolument. D'accord. Oui, M. Silla, vous avez souhaité réagir sur la question? Moi, je vais arriver encore. Tout à l'heure, vous avez dit que vous allez faire les états généraux de l'éducation. Est-ce que ce n'est pas des états généraux de trop? Dans la mesure où on sait que déjà, il y a eu plusieurs états généraux qui n'ont jamais été appliqués. Est-ce qu'il ne faille pas sortir ces états généraux, ces résolutions qui ont été prises, des tiroirs, les dépoussiérer, pour qu'on puisse mettre en application, au lieu d'organiser encore à nouveau des états généraux? Oui, bon, ces états généraux qui ont été faits, le monde a changé. Nous sommes aujourd'hui, il y a eu un changement. Le monde en mutation continue. Nous allons certainement utiliser certaines données de ces états généraux qui ont été faits des années passées, mais il faut les adapter au monde nouveau. Aujourd'hui, tous les enfants en Côte d'Ivoire ont des petits portables. Ils sont sur Internet, ils sont sur... il faut réactualiser ces états généraux, les réadapter aux demandes nouvelles, et puis voir en fait ce qu'il faut en faire. Oui, je suis d'accord que les choses, il faut les réactualiser, les réadapter à la Côte d'Ivoire de 5 ans, à la Côte d'Ivoire de 10 ans, à la Côte d'Ivoire de 30 ans. Ce qui manque dans notre pays en Afrique, on n'a pas de plans directeurs qui s'étendent sur 100 ans. On a peur de faire ces plans-là. Parce que tout se fait par rapport à mon pouvoir. Il faut faire des plans directeurs par rapport à l'évolution de l'État, de l'existence même du pays. C'est essentiel. Vous voyez un peu. Donc on va réactualiser ces états généraux
les adapter aux réalités nouvelles. Et puis on verra ce qu'on va faire sur le court moyen terme. Oui, M. Sylla, sur la Est-ce que vous ne trouvez pas opportun qu'il faut revoir le système éducatif ivoirien qui est copié sur le modèle français en proposant un autre modèle? Oui, nous avons déjà proposé ça. Nous avons ça dans nos piliers, les 10 piliers qu'on a. Je pense qu'on va mettre, on est en train de lancer un autre mouvement qui va soutenir strictement, si je suis candidat, qu'on appelle le CNPI, le Congrès national du peuple ivoirien. Et dans nos petits piliers, on a dit ça. Effectivement, il va falloir revoir, ce ne sont pas des états généraux, les défis. D'abord, l'acte correctionnel, voir ce qui ne marche pas pour le moment, corriger ça, et maintenant faire des innovations comme tu l'avais demandé, les adapter aux nouvelles. C'est ce qu'on va faire. Maintenant, les détails seront expliqués par rapport à notre engagement devant le peuple de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, donc on retiendra tout simplement que là également, M. Abbas Bamba Yaya, sinon Dr Bamba, a des solutions pour l'éducation. L'éducation et l'emploi, c'est deux thèmes qui cohabitent. Nous allons donc passer directement à la question de l'emploi, qui est un autre gros problème dans notre pays. Alors, le taux de chômage est élevé. Quelle est la solution que Dr Abbas compte apporter justement à la question de l'emploi en Côte d'Ivoire? Bon, comme l'a dit M. Sylla du journal Soir Info, comment on va faire pour qu'on adapte l'éducation, comme l'a dit M. Bané aussi. Le taux de chômage en Côte d'Ivoire, comme je le disais, on nous dit souvent que les Ivoiriens ne sont pas une manière de qualifier. Pas parce qu'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Mais ils vont dans les branches, quand ils finissent l'étude là, ils n'ont pas besoin d'être sur le marché. Tu vas en criminologie, tu finis criminologie, ou la police ou la justice qui doit t'engager, tu es obligé d'aller faire quelque chose d'autre. L'inadéquation entre la formation et l'emploi. L'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Nous sommes dans un monde en compétition. Il faut voir aujourd'hui les États, les pays comme des grandes entreprises. Et il y a un marché mondial où nous partons pour chercher des revenus pour le pays. Donc la formation là doit s'adapter à cette compétition-là. Vous voyez, ici aussi, ils ont ce même problème. Mais eux, ils arrivent à juguler parce qu'ils ont un système ici. Ils ont un système des universités de 2 ans. Tu y vas, tu apprends quelque chose. Tu veux devenir mécanicien, tu apprends comment les moteurs, on les monte. Tu veux devenir photographe, tu prends des cours de photographie. Et au même moment, on te donne des crédits si tu veux continuer pour aller faire un bachelor. Vous voyez? Donc, on te donne la possibilité d'apprendre quelque chose. Mais si tu ne finis pas, tu as au moins un métier dans la main et que tu peux. En Côte d'Ivoire, on avait ça avant. On avait ce qu'on appelle les unités mobiles, les années 80. Les gens, généralement, les unités mobiles, les centres techniques, les centres techniques qu'on avait dans les villes et les préfectures. Les unités mobiles, par exemple, étaient une initiative très, très louable parce que ça a formé des maçons, des menuisiers, tout ça. On a abandonné ça. On ne sait pas pourquoi. Alors, ce que vous proposez, docteur, est-ce qu'il ne faut pas craindre justement que cela remette en cause tout le système éducatif qui est aussi vieux que la Côte d'Ivoire elle-même? Est-ce que ça ne va pas créer un bouleversement terrible qui pourra être difficile à gérer? Non, parce que quand vous allez en droit, que vous étudiez le droit, je peux dire que c'est une étude générale. Ça vous donne déjà la base de la formation pour aller faire des formations spécialisées. Quand on me dit, par exemple, un gars qui a fait du droit ne peut pas aller faire de l'informatique, c'est faux. Moi, j'ai un exemple. Quand vous avez déjà une formation de base, pour aller vous spécialiser là, c'est plus facile. Je vais vous donner un exemple de l'homme d'affaires que je suis. Bon, chef d'entreprise. Quand j'ai commencé mon entreprise ici, il y a un programme qu'on appelle gouvernemental, qui est une collaboration de l'État local et de l'État fédéral. Ils ont ce qu'on appelle Work Investment Act. En fait, c'est des gens qui ont des diplômes en histoire, en géographie par exemple, mais qui veulent devenir informaticiens par exemple. Ils vont dans ce programme-là, et c'est gratuit, hein, c'est subventionné. Ils vont dans ce programme-là,
de formation de 4 mois, de 6 mois, pour devenir programmeur, par exemple. Parce qu'il a dit à la base, il peut lire, il peut écrire, il est déjà intellectuel. En 6 mois, il a un certificat dans un domaine, il cherche du travail avec ça. Il a de l'argent plus que s'il était historien. Donc, c'est des trucs qui sont très simples, pas tout à fait compliqués. D'accord, sur la question, M. Gbagbo, oui. Est-ce qu'il ne faut pas changer la question de mentalité? C'est-à-dire qu'on a fait croire peut-être aux Ivoiriens que quand tu finis, tu vas à la fonction publique. Aujourd'hui, on sait que la fonction publique elle est saturée. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mode pour permettre aux diplômés de pour créer l'auto-emploi? Oui, bon, tout le monde ne peut pas devenir tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. C'est que je vous le dis. Devenir chef d'entreprise, c'est très compliqué et c'est très difficile. Il faut donner le choix à ceux qui finissent de choisir. En fait, vous dites que ouais, il faut. Mais est-ce que le mécanisme, oui, j'ai appris qu'il y a les structures qui ont été installées tout récemment pour pouvoir donner aux Ivoiriens qui veulent faire des affaires, de faire des affaires. Tout à fait, les start-up, c'est très bon. Mais est-ce qu'on a vraiment étudié la capacité sociologique de ces gens-là? Expliquez-nous un peu, docteur. La capacité sociologique, c'est quoi? Est-ce que on a expliqué à ces gens-là, comme l'a dit le frère, M. Bané, est-ce que tu peux avoir une maîtrise ou un DEA dans tel domaine et te reconvertir sans honte, sans ego? Vous comprenez? Vous estimez qu'il y a des diplômés qui s'accrochent à leur diplôme sans vouloir se réadapter à la situation? Oui, mais ça, ce n'est pas un cas unique à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un cas même ici, aux États-Unis. Il y a des gens qui disent, oh, j'ai fait ça, bon, comment j'ai pris tout mon temps. C'est une question de volonté personnelle. Et d'éducation aussi. Les États dans nos pays, sur le continent africain, surtout la Côte d'Ivoire, nous sommes une république. On a une mission aussi d'éducation, de faire prendre conscience à la masse pour dire, bon, tu peux faire ça, mais il faut qu'on considère ces formations-là comme des formations de base. Si tu n'as pas pu t'insérer dans un milieu où tu n'es pas dans le corps pour... Voilà. Que préconisez-vous alors pour juguler le taux de chômage? Que préconisez-vous pour que les jeunes diplômés puissent prendre conscience que tout le monde ne peut pas être peut-être allé à la fonction publique, ou bien tout le monde, il y a des ouvertures? Que préconisez-vous? Bon, d'abord, il y a ce que j'appelle une prise de conscience nationale. Il faut que les Ivoiriens acceptent d'être employés aussi en dehors de la Côte d'Ivoire. Je parlais tout simplement des nouvelles technologies de l'information, par exemple. Il y a des milliers d'emplois sur Internet. Justement, le domaine dans lequel vous exercez, le domaine informatique, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux Ivoiriens dans ce domaine-là, en termes d'augmentation du nombre d'emplois des jeunes? Bon, je prends le cas, moi j'ai visité beaucoup de pays. Je peux dire le pays que j'ai visité. Je prends le cas de l'Inde. Les Indiens qui ont fréquenté ici, aux États-Unis, qui se retournent en Inde. D'abord, nous parlons toujours d'adapter nos systèmes éducatifs aux réalités nouvelles. Nous parlons seulement français à l'école. Il y a les secondes langues, mais peu d'Ivoiriens parlent l'anglais. Il faut faire de sorte que notre société doit être une société bilingue. Maintenant, dans le domaine informatique, moi je l'ai proposé il y a tellement longtemps de cela à des amis qui étaient encore au pouvoir, pour dire que pour créer une usine de montage d'ordinateurs, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat. Vous voulez parler de l'ancien régime, le régime de Gbagbo? Du président Gbagbo. Nous avons discuté de ça. On n'a pas besoin d'avoir des doctorats. L'investissement n'est même pas coûteux. Pour pouvoir faire des centres d'appel sous-traités à travers le Sénégal le fait, le Maroc le fait, et les compagnies en France qui ont des centres d'appel au Maroc. Et je ne pense pas que les Marocains ne pensent pas bon français plus que les Ivoiriens.
Pas du tout. Pas du tout. C'est les trucs qui se négocient. C'est-à-dire nous sommes dans une compétition mondiale. Allons vers ceux qui peuvent nous donner le travail pour le moment. Les Chinois l'ont fait. Et ce n'était pas une puissance mondiale. Vous allez négocier sur le marché, pouvoir créer cette classe moyenne de consommateurs internes. D'abord. Et après, maintenant, on peut s'autosuffire. Le patriotisme, c'est bon, mais pour le moment, là où nous sommes là, il faut communiquer avec ceux qui peuvent nous aider à créer ces emplois-là. Des partenaires. Encourager même des Ivoiriens qui vivent à l'extérieur. C'est que des moyens qui peuvent venir investir. Créer les conditions légales d'investissement. Faciliter l'investissement de la diaspora, par exemple. Moi, je vais en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien qui est resté ici, quand il va aller ouvrir une menuiserie en Côte d'Ivoire, ce ne sera pas la même menuiserie que Boukari a ouvert en quittant Ouadénou. Il a une autre vision de la menuiserie qu'il va implémenter. Un Ivoirien qui est ici, qui va ouvrir une tôlerie en Côte d'Ivoire, il va l'ouvrir autrement, de façon moderne. Et je crois qu'il y avait un exemple comme ça, où il y avait un jeune Ivoirien qui avait ouvert à Trècheville, où on avait les voitures. Vous avez vu que son truc était plus différent que le voiture à Yopougon. Il faut faciliter tout ça. L'État a un rôle, c'est vrai, d'assistance, mais l'État aussi doit avoir un rôle de faciliter. Encourager l'investissement, ce n'est pas seulement les Blancs. Il y a les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, qui ont de l'argent, qui peuvent revenir. Donc, tout ça, il faut créer un cadre macro et micro qui supporte ces initiatives-là. D'accord. Alors, docteur Abbas, nous avons compris également sur la question de l'emploi. Les Ivoiriens pourront donc apprécier toutes les propositions que vous faites et pourront faire le bon choix au moment opportun. Alors, nous allons passer sans plus tarder au dernier thème de notre entretien de ce jour avec la chaîne Aurora TV 8, qui est donc le dernier point consacré à la question du transport en Côte d'Ivoire toujours. Rien qu'à en juger par les longues files d'attente des Ivoiriens tôt le matin pour se rendre au travail, on se rend compte qu'il y a véritablement un problème de transport en Côte d'Ivoire. Alors, docteur Abbas, quelle est votre solution? Bon, la Côte d'Ivoire a 660 km de pistes d'atterrissage. On a peut-être un peu plus de 37. Je vais commencer par les aéroports d'abord. La congestion urbaine à Abidjan, par exemple, parce que tout le monde est à Abidjan. Le moyen de transport, je ne sais pas si le projet est toujours en cours. Je crois qu'il y a un projet de métro urbain. Tout à fait. Les travaux ont commencé. Voilà. Un travail de métro urbain. Je crois que c'est des initiatives qui doivent continuer, qui doivent être encouragées. Et il ne faut pas faire d'étape à l'heure cette fois-ci. Il faut véritablement s'impliquer dans ce projet-là pour la construction de métro urbain. Je salue ceux qui sont en ce moment-là, comme je ne le fais pas très souvent. Mais que répondez-vous à ceux qui trouvent que le coût là, est très élevé? Bon, écoutez, vous allez sur le marché. Ce n'est pas seulement quand vous faites une décision, moi je suis un homme d'affaires, je suis chef d'entreprise, quand vous faites une décision d'achat, ce n'est pas forcément le chiffre que vous mettez dans l'achat, c'est les conditions de l'achat. Est-ce que ceux qui critiquent cette décision ont vu les conditions d'achat? Je n'ai pas vu, je ne peux pas donner je n'ai pas spéculé là-dessus. Ces personnes estiment que les 1000 milliards de francs CFA, c'est ça, auraient pu servir à régler d'autres problèmes plus urgents en Côte d'Ivoire. Non, je pense que le transport, c'est un problème d'urgence. Quand vous avez un malade
qu'il y a des problèmes à Yopougon, qu'on doit transférer certainement dans un chip beaucoup plus spécialisé, et qu'il n'y a pas de transport pour le transporter, il peut mourir en route. Absolument, ouais. Donc le transport, ce n'est pas un truc sur la route, ce n'est pas un truc banal, c'est essentiel. C'est essentiel pour le développement d'un pays. Et c'est pour cela que nous, d'ailleurs, on a mis ça dans nos piliers. Nous parlons de désenclavement d'Abidjan. Nous avons parlé des deux ports de train, Tengrela et Abidjan. Et nous avons 3 axes. L'axe qui part d'Abidjan, sur la côte San Pedro, Touba, au dîner, va sur Tengrela. Pour le train? Par train. Et notre axe qui part Abidjan, Aboasso, Abengourou, Bondoukou, Bouna, et qui descend sur Tengrela. Et un autre axe qui part Abidjan, Yamsoukro, Boaké, Ferké, ça monte sur Tengrela. Il faut réduire le coût. Parce que quand tu prends le cas Abidjan et tu pars à Tengrela, ça fait 8 heures, 9 heures de temps. Avec les trains rapides, on peut faire 3 heures ou 4 heures. Ça donne de la fluidité économique. La mobilité est essentielle dans tout développement. Nous avons aussi la mobilité virtuelle aujourd'hui, où on peut s'asseoir devant un écran d'ordinateur puis voyager partout au monde, faire des achats. C'est en combien de temps vous comptez faire ce train-là? Bon, je pense qu'ici, voilà ce qu'on doit faire. L'État est une entité qui peut investir à crédit. Et je pense que l'État de Côte d'Ivoire est bancable aujourd'hui. On n'a pas besoin forcément d'avoir de l'argent pour faire ces grands travaux-là. Et nous avons dit que dès notre prise de pouvoir, les grands axes, si nous sommes certainement candidats, les grands axes de développement auront une grande direction qui va s'occuper de ces questions-là. Et je vous donne rendez-vous certainement, si nous sommes candidats, que nous sommes élus, de me reposer la question. Seulement, 90 jours après, je vous donnerai un plan. Okay. Donc vous allez recourir à un endettement? Oui. Certains estiment que la Côte d'Ivoire est suffisamment endettée? Non, je pense que l'endettement n'est pas forcément le chemin. Il y a le levé du fonds interne qui peut se faire. La Côte d'Ivoire a des biens. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'aller sur le marché pour emprunter de l'argent. Il y a aussi le marché des trades, ça veut dire quoi? Des échanges. J'ai du pétrole, tu en as besoin, tu as de l'argent, tu me donnes. Ou j'ai ça, il y a du pétrole, tu as des médecins, je donne du pétrole, tu me donnes ces médecins. Il y a du pétrole, bon, c'est comme ça. La Côte d'Ivoire, je pense qu'elle est solvable dans ce domaine-là, et on peut le faire, si on est bien organisé. D'accord. Okay. Oui, M. Bani. On ne peut pas parler de transport en Côte d'Ivoire sans parler du phénomène des Nyambrou. Des Nyambrou qui minent quand même ce secteur. Quelle politique allez-vous mener pour que ce phénomène puisse peut-être prendre fin, puisse être bien organisé pour le bonheur des usagers? Il faut déjà définir ce que c'est que le Nyambrou. Voilà, le Nyambrou, je crois que c'est les petits travailleurs qui gravitent, qui n'ont aucune qualification, mais qui gravitent autour des gares, des transports en commun, et qui rançonnent pratiquement les usagers. Voilà, ils prennent l'argent avec les usagers, et ça, les transporteurs répercutent le contre-coup sur les coûts des transports. Oui, le Nyambrou n'est pas un phénomène nouveau. En fait, il y a une organisation anarchique de transport en Côte d'Ivoire. Ça fait que, en fait, il y a eu des tentatives au niveau du transport, des actions de transport en Côte d'Ivoire. Ils avaient créé ce qu'on appelle... Les syndicats, en fait, dans le milieu du transport avant, étaient en fait des syndicats... ils disent, syndicats, en fait, comment ils faisaient? Il y a une ligne, par exemple, la ligne Touba-Man. On dit, OK, le Bandian, il y a 5 Bandians qui doivent partir de Touba à Man par jour. Donc, il y a une organisation. Premier, deuxième qui va partir. Il y avait une autodiscipline. Maintenant, quand vous allez dans les grandes villes comme Abidjan, où il y a beaucoup de compagnies de cars, bon, les gens se battent pour que chacun puisse avoir un passager. Donc, on n'attend pas que le passager arrive à la gare pour prendre le billet.
Il y a des gens qu'on envoie pour voir où tu vas. On t'accueille, quand tu arrives par exemple devant la mosquée à Djamé, on t'accueille. Où toi tu vas? On prend tes bagages, il y en a même qui disparaissent tes bagages. C'est comme ça que ça se passe. Donc, tout ça, c'est une question de l'éducation de la population. De la sécurisation de nos espaces, on a parlé de tout ça. Vous voyez que tous les sujets dont on a parlé sont liés. Vous voyez, le niveau d'éducation au niveau du monde du transport. Vous voyez. Est-ce que, et puis aussi, il y a une floraison anarchique des syndicats. Ouais. Donc il faut aider, il faut encadrer ces gens-là. Il faut les former. L'État a un devoir d'assistance, pas seulement de police. Il faut créer un cadre de formation. Un cadre organisationnel, je crois que le ministère du Transport qui existe quand même, qui doit créer ce truc-là. Parce que non seulement ils vont gagner plus en étant organisés, et la sécurité va régner, et même ils seront contents. Donc, et c'est ça, nous avons mis ça aussi dans nos réflexions. On dit que nous sommes très au courant de ça, de ce phénomène dont vous parlez. Mais c'est un des phénomènes qui sont liés au niveau de l'organisation, au niveau de la santé de l'État aussi. Okay. D'accord. Deux dernières informations. Intervention, il reste 5 minutes pour terminer. On ne peut pas parler de transport sans parler de route. On dit que la route précède au développement. Aujourd'hui, quand on regarde l'état des routes en Côte d'Ivoire, la majorité des routes sont dégradées. Quand je dois prendre les produits vivriers de Gagno à Abidjan, c'est un parcours de combattants. Il y a des nids partout. Quelle politique allez-vous mener pour que les routes en Côte d'Ivoire soient dans un bon état? Bon, il y a la longévité des routes, je pense. Les routes en Côte d'Ivoire, il y a une dégradation continue parce que l'usage continu des routes, ce sont pas les 3 axes là. Les axes ferroviaires de Abidjan-Tengrela, en passant par ces trois axes-là. Il faut d'abord diversifier nos moyens de transport. Le transport aujourd'hui ne doit pas forcément un transport physique. Il y a aussi le transport virtuel. Je ne suis pas obligé d'aller à Boisseau ou à Bonois ou à Bengourou pour avoir d'une manière, par exemple, ou quelque part au nord pour avoir du coton, je peux rester sur mon clavier et puis faire l'achat pour que certains puissent faire venir ça. Donc d'abord, il y a ça. Il faut d'abord diversifier le transport physique, le transport virtuel, et aussi investir dans ce qu'on appelle, comme vous appelez, la dégradation des voies. Par exemple, la voie, qui est une voie très importante, la voie Yamoussoukro-Daloa. C'est une voie qui est très importante, mais qui est très dégradée. Il y a des travaux en cours. Ouais. Les travaux sont en cours, mais ça prend du temps. Voilà. Ce n'est pas des distances longues. Vous avez vu ici, ce n'est pas des distances longues. On ne peut pas prendre 2 ans pour faire ça. Voilà. Et puis, c'est pas seulement, ça ne s'arrête pas à la chose. Vous prenez l'axe Yamoussoukro, Daloa, Diokué-Man, vous allez voir. Pourtant, c'est des axes qui sont très importants. Donc, il y a, nous avons déjà réfléchi dans ce domaine-là, il y a des techniques d'investissement qu'on va employer, mais qu'on va détailler au moins opportun. D'accord. Okay. Dernière intervention, c'est oui, dernière intervention. Toujours au niveau du transport, les transporteurs se plaignent des forces de l'ordre, les raquettes. Bon, je crois que le président Gbagbo, avant ce pouvoir qu'il a, le pouvoir du président Ouattara, le président Gbagbo, quand il est venu, il a pensé que c'était un problème de salaire. C'est pour ça que quand vous avez parlé juste de la grève des enseignants, en parlant de salaire, j'ai dit que ce n'était pas forcément ce problème. Quand il est venu, il a pensé que c'était un problème de salaire. Il a augmenté les salaires. Et malheureusement, ça n'a pas changé. C'est qu'il y a un problème structurel même. Comment les policiers ivoiriens sont formés à l'école de police? Sur quelle valeur? Comment ils accèdent à l'école de police? Sur quelle valeur? Si tu payes, si tu as fait des pourboires pour entrer à l'école de police, ça veut dire que tu es déjà dans une situation. Donc il faut que l'État ait une responsabilité ici
de s'engager à former des policiers qui sortent avec une certaine culture honnête. Bon, ça, on va parler de ça, mais il y a des tentatives qui ont été faites par des gouvernements passés. Le président Gbagbo l'a fait. Bon, le salaire n'est pas forcément le problème. D'accord. D'accord. Oui, M. Silla, Okay. une intervention là-dessus. Sur qui et sur quoi compte Dr Bamba Abaziaya pour réussir ce programme sur le plan du transport dont nous venons de parler, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'emploi, sur le plan de la santé. Et de la sécurité aussi. De la sécurité. Bon, en fait, je consulte les ressources humaines qui sont disponibles en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre. Quand on voit la qualité, nous avons été le pays qui était toujours cité au niveau du CAMES. Nos candidats au niveau du CAMES, c'était toujours les lauriers. Je crois que tout ce que nous avons dit, nous comptons sur un peuple bien éduqué, bien formé, un peuple en bonne santé, un peuple qui se rend au travail sans inquiétude. Je compte d'abord sur la Côte d'Ivoire. La légitimité politique, pour moi, n'est pas forcément une légitimité internationale. C'est une légitimité interne. Et comme je vous l'ai dit, les pays doivent se considérer aujourd'hui comme des entités, comme des entreprises. L'entreprise n'est forte que lorsque les employés sont contents. Et après, tu vas chercher des partenaires. Et ces partenaires demandent aux employés que ce patron est bon. Est-ce qu'on peut investir? D'abord, je compte d'abord sur le peuple de Côte d'Ivoire, dans ce premier temps. Et quand nous allons nous montrer nos sérieux, ceux qui sont les sérieux viendront. Oui, nous avons des contacts, je voyage beaucoup. C'est vrai pour mes affaires, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Je passe de la Côte d'Ivoire, partout où je passe. Et je passe dans beaucoup de pays déjà. Donc, il y a ça. Bon, pour résumer, je consulte les Ivoiriens. Je consulte la presse. Vous avez un rôle important, essentiel dans l'éducation même de la masse. La prise de conscience de la masse, c'est vous. On n'a pas dit d'être forcément aimer ce pouvoir, ce temps politique, mais ce qui fait là, est-ce que c'est bon? Pour que le relais là, dans la masse, soit accepté. Voilà un peu l'appel que je peux faire à vous, hommes de presse. Et aux autres Ivoiriens des autres corps, que chacun se dise d'abord, qu'est-ce que je fais pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que quand je me lève le matin, là, quand je rentre, c'est vrai, je dois manger, mais ce que j'ai fait là, est-ce que ça a apporté quelque chose à ma famille, à mon village, à mon pays? C'est une question de... La politique, pour moi, c'est une mission publique. Quand tu veux devenir riche, tu ne fais pas de la politique. Tu fais des affaires. Quand tu as dit de faire la politique, là, c'est pour aider les autres. Voilà un peu pour répondre à votre question. Je consulte les Ivoiriens, je consulte vous. D'accord. Voilà. On va considérer cela comme le mot de fin du docteur Abbas. Ouais. Mesdames et messieurs les téléspectateurs de Aurora TV 8, nous sommes donc à la fin de cet entretien. Nous rappelons simplement que nous recevions Dr Abbas Yaya Bamba, potentiel candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2020. Et il était interrogé par Silla Aruna, chef du service politique du journal Soir Info en Côte d'Ivoire. Également Bani Yakouba, qui est le directeur de publication et rédacteur en chef des journaux Le Temps, également en Côte d'Ivoire, Le Temps et LG Info. Et votre serviteur Amadou Ziao, rédacteur en chef du journal L'Inter. Un dernier mot. On sera en Côte d'Ivoire en juin pour des tournées. Dans le cadre de l'installation de notre mouvement, le CNP, le Congrès national des peuples ivoiriens. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, retenez que le CNPI sera donc en Côte d'Ivoire bientôt, en juin, dans le mois de juin, c'est ça, docteur? Oui. Pour des tournées d'implantation des bases. Et donc, chers Ivoiriens, vous avez l'information, il faut vous mobiliser pour accueillir donc, le CNPI. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et à très bientôt.